Comprendre ce dont je vais te parler aujourd'hui a complètement changé ma façon de concevoir la croissance, complètement changé aussi ma façon de gérer ma stratégie en tant que dirigeant au sein de ma boîte. Ce que tu vois à l'écran, là, c'est un diagramme qui représente la courbe de croissance d'Amazon. Donc, à la fois ses revenus et son net income. Ça fait rêver et j'imagine que c'est un petit peu ce que tu as en tête en tant qu'entrepreneur pour ta croissance. Que tu t'imagines qu'au bout d'un moment, il va s'opérer une exponentielle. On a tous en tête l'exponentielle avec la courbe qui explose. Je suis au regret de te dire que le cas d'Amazon, c'est une anomalie statistique et qu'il y a de très 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 fortes chances que ça se passe pas de cette manière-là dans les faits te concernant. Il y a même de très très fortes chances que dans les faits, ça se soit pas passé comme ça pour Amazon. Parce que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur 15 ans ici de croissance, d'évolution. En 15 ans, il s'en est passé des choses. Et donc, si on zoomait, on pourrait voir que la courbe, en fait, serait beaucoup plus chaotique que ça. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que Amazon a fait un choix qui est d'avoir sacrifié son income, donc d'avoir sacrifié son résultat net au profit de sa croissance. C'est un parti pris d'Amazon. On en a parlé dans une autre vidéo où je te présente 13 principes qui ont permis à Jeff Bezos de bâtir Amazon. Lui a pris le parti, comme MrBeast sur YouTube par exemple, parce que c'est une stratégie, de réinvestir la totalité de l'argent qu'il générait, du cash flow qu'il générait en plus de l'argent des investisseurs, parce que Amazon a été extrêmement gourmand en capital pour se créer, au profit de leur croissance, de leur développement, de leur hyper scalabilité. Dans les faits, il y a de très très fortes chances que de ton côté, t'aies pas accès à ces capitaux-là et que toi, ton objectif, ça soit plutôt de bâtir quelque chose de pérenne et t'as pas forcément 15 ans devant toi pour bâtir un mastodonte comme Amazon et c'est pas forcément ton objectif, c'est pas forcément ta vision. Mais même si c'était le cas, en fait, cette vidéo est super importante parce que je vais te présenter un principe qui, une fois que tu le connais, va complètement changer ta façon de concevoir la croissance. Si on zoomait en fait la croissance d'Amazon, si on zoomait sur la courbe, on se rendrait compte que on n'aurait pas quelque chose de linéaire comme on peut l'avoir ici, on aurait quelque chose de beaucoup plus en dents de scie, de beaucoup plus chaotique en fait, avec beaucoup plus de fluctuations comme ça, de stagnation, voire même de régression par moment. Et c'est le propre de toutes les courbes de croissance. En fait, c'est exactement comme la croissance musculaire en fait. Quand tu fais du sport, la croissance se fait pas de façon linéaire. Ça n'existe pas, en fait. C'est un mythe, c'est une construction mentale. La croissance, elle se fait toujours par palier. Au sport, tu vas t'entraîner, tu vas aller à la salle, tu vas soumettre ton corps à une certaine tension qui va devenir un traumatisme auquel ton corps va devoir s'adapter. Et en fait, ton corps ne va se mettre à surcompenser et à grossir, donc à générer de la croissance, que sur des petites périodes assez spécifiques. Et c'est exactement la même chose avec une boîte, en fait. Pour te préciser, moi, je m'appelle Benoît, je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle Scalesia. On a généré 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de te transmettre tout ce que j'apprends, tout ce qu'on transmet à nos clients parce qu'on les accompagne à bâtir leur propre boîte jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Tout ce qu'il te faut pour bâtir ta propre croissance. Là, on est bon pour les présentations. Et en fait, comprendre ce dont je vais te parler aujourd'hui a complètement changé ma façon de concevoir la croissance, complètement changé aussi ma façon de gérer ma stratégie en tant que dirigeant au sein de ma boîte. Ce concept, c'est le concept de Scale Mess Depth. Le Scale Mess Depth, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les 3 étapes cycliques, ok? Donc, c'est vraiment des révolutions constantes de ce cycle qui vont permettre à n'importe quel organisme, ok? Organisme vivant, organisme structurel tel qu'une entreprise, en fait, parce que c'est les mêmes dynamiques de croissance, de grossir. Tout organisme soumis à une dynamique de croissance va dans un premier temps s'étendre, ok, grossir, prendre une nouvelle forme, ok. Donc ça c'est la phase qu'on appelle de scale en fait ou d'expansion. On pourrait appeler ça passage à l'échelle, changement de dimension. Là on va appeler ça du scale. Ce scale en fait va générer du traumatisme, va générer ce qu'on appelle du déchet. C'est exactement ce qui se passe dans ta boîte quand tu as un afflux de clients d'un coup, tu sais pas trop d'où ça vient, tu craques un truc niveau acquisition et là, bim, tu te retrouves avec du bordel partout, tes process ne suivent plus, tes équipes savent plus où donner de la tête, tout le monde est surchargé, et ainsi de suite. Ça, c'est du mess, c'est du bordel, c'est du désordre en fait. Cette phase-là, si elle dure trop longtemps, et si t'es pas au courant en fait de ce principe-là, elle va s'accumuler et se cristalliser, se condenser en une dette. Ok, cette dette-là est ce qui, au bout d'un moment, fait que ta boîte ne peut plus grossir, le scale ne peut plus se poursuivre, tout simplement parce que ta structure part dans tous les sens et parce qu'elle ne peut plus donc pourvoir à cette nouvelle surcharge en fait de surcharge d'activité. Cette dette fait que le scale s'arrête et c'est là qu'on voit l'effet palier qu'on a pu voir tout à l'heure où au bout d'un moment la croissance s'arrête, tu stagnes et souvent tu te poses la question de ce qui se passe et c'est le début des ennuis. C'est normal, c'est complètement normal de te retrouver face à des périodes de stagnation telles que celle-ci. Là, je vais t'expliquer
comment résoudre tout ça? Pour ça, il faut qu'on comprenne d'abord de quoi on parle quand on parle de dette, OK? Je t'ai fait une liste qui est pas exhaustive, mais qui s'en rapproche quand même pas mal. Il y a 6 grands types de dettes qui empêchent une boîte d'avancer, qui résultent du désordre ambiant, du bordel ambiant qui a été, engendré par la croissance. Premièrement, bah, c'est une dette tech ou produit, OK? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, ta tech, l'armature de ton produit, de ton service ne suit plus et n'est plus rentable, ne délivre plus la valeur qu'elle était censée, générer. Par exemple, si tu as un logiciel, ton infrastructure, ton architecture a été conçue pour accueillir, 1000 utilisateurs, en simultané. Là, tu te retrouves avec 5000 utilisateurs en simultané. Ton infrastructure tient plus, ça commence à bugger de partout. Là, c'est typiquement une dette tech ou une dette produit. Si tu as un service, ton produit, ton service, ton process te permet, avec ton équipe actuelle, de servir en simultané 10 clients. Là, tu en as 20 en cours, ça part dans tous les sens. Ça, c'est une dette produit. Voilà. C'est juste que tu as un problème de flux. Deuxièmement, tu as une dette structurelle. C'est-à-dire que l'organisation, les process en interne suivent plus. L'information part dans tous les sens. Vous savez plus où donner de la tête. Tu as des déperditions de données. Tu sais pas quoi traquer. Les gens savent pas où ils vont. Ils savent pas quoi faire. Tout le monde est dans sa ligne de nage. Personne ne communique. Je pense que tu as déjà vécu ça. Ça, c'est une dette structurelle. La structure actuelle de la boîte ne lui permet pas de pourvoir à son niveau de scalabilité actuel. Troisièmement, et c'est très lié, c'est une dette humaine. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vivre dans le bordel ambiant, c'est fatigant. Soit parce que bah, les gens sont en sous-effectif, ils sont pas assez nombreux pour réaliser une charge, accomplir une charge de travail qui est trop élevée, ou alors sureffectif. Le sureffectif peut être aussi délétère pour une boîte que le sous-effectif. C'est là la nécessité de bien jauger le nombre de personnes nécessaires, sinon ça crée des déperditions qui engendrent de la fatigue et de l'usure, et c'est là qu'on a une hausse de turnover et ainsi de suite. Voilà. Donc la dette humaine, elle est fondamentale. C'est très souvent une dette qui va avoir tendance à se développer très tardivement, et souvent c'est qu'il est déjà trop tard, ou alors c'est que vraiment tu es dans une situation de dette globale un petit peu avancée, et c'est là qu'il faut vraiment commencer à agir et à changer les choses. Quatrièmement, relié aussi à la dette humaine, c'est une dette culturelle, c'est-à-dire que la boîte c'est plus où elle va. Tu as un désalignement vis-à-vis de la vision, vis-à-vis des valeurs de la boîte, vis-à-vis de sa mission. Elle sait plus trop ce qu'elle fait. Les gens ont pas envie de bosser simplement pour une machine à cash, ils ont envie de bosser pour quelque chose qui les fait vibrer, qui les anime au quotidien. Et il y a de façon latente un manque de communication, un manque de clarté quant à ces actifs culturels. Encore une fois, la vision, les valeurs, le code de conduite au sein de la boîte. Il y a une déperdition au niveau de ce lien en fait social qui va permettre aux gens de savoir qu'ils font partie d'un tout, qu'ils font partie d'un mouvement, qui font partie d'une mission commune en fait. Donc ça, c'est une dette culturelle qui nécessite un réalignement, qui nécessite une recommunication et une redynamisation de l'équipe en tant que structure, en tant que groupe social. Cinquièmement, ça va être une dette marketing, et qui peut être aussi, on pourrait mettre marketing slash commercial slash sales quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, bah, ton positionnement, ton discours, ta marque, tout ça va être, tous ces actifs en fait marketing et sales vont tendre à devenir obsolètes, en tout cas de le devenir de plus en plus, partir un petit peu à la dérive. Tu commences à avoir une grosse décorrélation entre ton message marketing, ton message commercial, ce que ton produit délivre, parce qu'au bout d'un moment, bah, justement, de par cette dette culturelle, ce désalignement culturel, ce désalignement structurel aussi, et ben, tu vas te retrouver avec des équipes très silotées qui vont pas communiquer entre elles, qui vont faire leur truc en fait pour servir leurs propres objectifs. Et donc, ça a créé au bout d'un moment un gros marasme où plus personne ne sait ce que les autres font, et tout le monde fait le truc un petit peu à sa sauce, et ça rend le tout complètement insupportable. Et tout ça corrèle à la dernière dette, qui est la dette financière. Dette soit en termes de cash flow, c'est-à-dire que la boîte a accumulé un déficit de flux de trésorerie trop important, elle encaisse pas assez vite, donc elle a pas assez d'argent sur le compte, donc elle ne peut pas investir, elle peut pas financer sa croissance. Dette aussi au niveau des financements, elle est plus assez solvable, donc elle peut pas emprunter, elle est plus séduisante auprès des investisseurs, et donc ça fait qu'elle se retrouve dans une boucle infernale de non-financement, de non-finançabilité, qui devient de l'insolvabilité, et très souvent, bah, c'est pas loin d'être la fin de la partie. Ce que tu peux voir, c'est que ces dettes-là sont toutes interconnectées. C'est-à-dire que la dette structurelle va donner lieu à de la dette humaine. Cette dette humaine-là va résulter elle aussi d'une dette culturelle, qui va se condenser en une dette marketing, qui va à la fin aboutir à une dette financière qui va augmenter le niveau de stress global, qui va intensifier la dette humaine, et ainsi de suite. C'est là qu'on voit que ces dettes-là causent
systémiquement, comme avec l'écologie en fait, comme avec le réchauffement climatique, va entraîner ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que chaque dette va produire des effets et ces effets vont venir intensifier les dettes qui lui sont liées, qui elles-mêmes vont intensifier la dette de départ. Et donc, ça crée un cercle vicieux comme ça. C'est pour ça que c'est fondamental d'avoir ce principe en tête pour pouvoir le prévenir. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompts ChatGPT inédits, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Comment est-ce qu'on le prévient maintenant? Tout simplement déjà en comprenant où ta boîte se situe dans le cycle. Première chose à déterminer, c'est est-ce que tu es en phase de scale. Si tu es en phase de scale, fais en sorte de poursuivre cette phase le plus longtemps possible et identifie les premiers éléments de messe qui se présentent, dès qu'ils se présentent. Donc en gros, éteins les incendies à court terme. Typiquement, si tu commences à avoir un petit désalignement un peu latent au sein de l'équipe, si tu commences à voir des frictions en interne, si tu commences à voir par exemple que ton équipe te signale que là ils sont un peu en sous-effectif, que il y a un profil dans une équipe qui est un peu dysfonctionnel. Voilà, donc ça c'est vraiment ton travail en fait de monitoring du bon déroulement, de la bonne structuration et de la bonne processisation de ta boîte. En fait, vraiment c'est un rôle qui te revient, mais c'est vraiment en fait d'être dans une logique d'audit constant pour identifier les incendies, leur récurrence. Et ton objectif, c'est une fois que tu les as identifiés, c'est de les résoudre. Encore une fois, en étant véloce plutôt qu'exhaustif, ne cherche pas à faire les choses parfaitement, cherche à résoudre les problèmes rapidement, aussi rapidement qu'ils se présentent. À ce stade-là, Mess, de toute façon, tu sais, de par ce principe-là, de par le scale Mess Debt, que tu ne pourras pas y rester indéfiniment, qu'au bout d'un moment, tu vas forcément rentrer en phase de dette, à une seule exception dont je te parle juste après. Ton objectif, c'est d'éteindre les incendies le plus vite possible à mesure qu'ils se présentent pour prolonger ta phase de scale le plus longtemps possible. Tout simplement. Comment est-ce que tu peux faire en sorte de rester en phase de scale le plus longtemps possible et voire même de façon continue, exactement comme l'ont fait Amazon, en injectant du cash le plus possible. En injectant soit en réinjectant déjà la totalité du cash flow que tu génères, en réinjectant tout l'argent, tout l'output, tout l'outcome que ta boîte génère. Ok, donc en gros être dans une logique de réinvestissement extrêmement agressif et avec un facteur risque forcément qui va être décuplé, voire centuplé, et en faisant appel à des financements externes. Le principe premier d'un financement par venture capital, par capital risque, et capital risque, je parle pas des financements en seed, je parle pas des business angels, etc., qui sont plutôt là pour faire émerger un projet, mais un capital risque va injecter de l'argent dans une boîte qui a déjà trouvé son product market fit et dont l'objectif est maintenant d'aller chercher la croissance la plus véloce, la plus agressive possible pour prendre des parts de marché et pour aller taper la plus grosse valorisation possible. Une énorme partie de l'argent injecté par les financeurs est là pour permettre à la boîte de payer sa dette en continu. Et c'est pour ça que très souvent, si on regarde l'organigramme de ces boîtes-là, on va voir que tu as une part non négligeable, voire quelque chose comme la moitié bien souvent, des effectifs, des équipes dont le rôle va être de résoudre des problèmes à mesure qu'ils se présentent. Donc tu vas avoir des grosses équipes, par exemple infrastructure, tu vas avoir des grosses équipes people. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de poursuivre cette phase de scale le plus longtemps possible, d'éviter à tout prix qu'elle se cristallise en dette, que ce mess se cristallise en dette, et que cette dette se transforme en stagnation, d'accord ? Et ça demande un travail colossal, ça demande une énergie énorme, et donc ça demande des flux de financement considérable que t'as pas forcément quand t'es entrepreneur autofinancé ou quand on est au début, ou alors que ta typologie de boîte est pas forcément finançable ou que c'est pas un jeu auquel t'as envie de jouer. C'est pas un problème en soi, d'accord, à condition que tu saches jouer avec. Il y a un vrai premium, il y a un vrai intérêt aussi à accepter la lenteur à un moment, accepter de voir ces phases de dette, ces phases de stagnation comme des opportunités de te développer et de préparer ta phase de scale suivante. Au même titre que
le sport, que la récupération dans le sport va te permettre de revenir plus fort, de surcompenser, bah, ta phase de dette est aussi le moyen pour toi de rééchafauder, de réévaluer tes objectifs, de rééchafauder une structure, de réaligner tes équipes, d'élaguer en fait tout le superflu, tout le gras en fait, pour derrière repartir plus fort. Il y a aussi un aspect très libérateur à ce principe, le scale mess depth, c'est que il te permet de comprendre que la stagnation fait partie intégrante de la croissance. Mais là aussi, en fait, tu as un impératif, c'est de pouvoir déterminer où t'en es. Parce que là, je t'ai expliqué quoi faire en fonction de ces différentes phases, ok? Donc là, pour résumer, scale, tu fais tout pour prolonger le truc le plus longtemps possible. En mess, sachant que les deux ont tendance à se recouper, tu identifies les incendies et tu les éteins à mesure qu'ils se présentent. Et en dette, bah, tu cherches à identifier la nature de la dette. Tu appliques une logique systémique dans ton analyse pour comprendre les interactions entre les différentes dettes parce qu'il n'y a jamais une seule dette. Il y en a toujours plusieurs, d'accord? Elles sont toutes très liées par définition. Et une fois que tu les as identifiées, tu les as priorisées, et ben tu mets en place un plan d'action pour les payer. Mais comment savoir où t'en es en répondant à ces questions? Et là, je vais te donner un modèle, une liste de questions très simple qui va te permettre d'auditer où tu en es pour déterminer ta phase. Premièrement, c'est tes courbes. Qu'est-ce qu'elles donnent? À quoi elles ressemblent? Tes courbes en termes de CA, tes courbes en termes de d'effectifs, ainsi de suite. Donc les courbes principales relatives à ta boîte, qu'est-ce qu'elles disent? À quoi elles ressemblent? Est-ce qu'elles sont plus linéaires? Est-ce qu'elles sont en décroissance? Est-ce qu'elles sont stagnantes? Si elles sont en croissance, bah on l'a vu tout à l'heure, il y a très forte chance que tu sois en phase de scale. Qu'est-ce qu'elles disent aussi quand tu les recoupes entre elles? C'est-à-dire que si tu te rends compte que bah ton CA augmente, mais que par contre tu as un turnover qui augmente aussi et tu as donc des effectifs qui réduisent, là il y a très forte chance que tu sois en train de préparer une dette culturelle et une dette structurelle bien sale. Sois au fait de tes courbes-là et dis-toi qu'un entrepreneur ne dirige pas sa boîte, n'entreprend pas avec des métriques, il entreprend avec des courbes, avec des flux. Réfléchis systématiquement de cette manière-là. Ensuite, tes indicateurs financiers, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que ta trésorerie augmente? Est-ce que la santé financière de ta boîte est au beau fixe ou pas? Là aussi, super important de bien traquer tout ça. Que dit ton ratio encaissement-décaissement? Est-ce que tu mets un temps toujours plus long à te faire payer par tes clients? Est-ce que ta trésorerie s'amoindrit tous les mois alors que ton CA augmente, ainsi de suite. Donc, regarde tes indicateurs financiers. Ensuite, est-ce que tu as des recrutements en cours? Pourquoi est-ce que tu as des recrutements en cours? Est-ce que tu as des recrutements parce que tu as trop de gens qui se sont cassés? Ou est-ce que tu as des recrutements parce que là, tu as besoin de pourvoir à à une nouvelle demande, à un surplus de demande, et parce que tu as des problèmes à résoudre? Ou est-ce que tu es plutôt en phase là de déstaffing? Est-ce que tu as du turnover? On en a déjà parlé tout à l'heure, mais premier indicateur. Satisfaction client. Est-ce que tes clients sont satisfaits ou pas? Et surtout, que dit la courbe? Est-ce que tes clients sont de plus en plus satisfaits ou est-ce que ils tendent à l'être un peu moins chaque semaine, chaque mois? Là, ça peut être un indicateur d'une dette produit ou alors d'un désalignement marketing qui fait que tu attires des gens qui finalement n'obtiennent pas ce que le marketing, ce que les sales ont promis et qui donc créent de la déception. Là aussi, ça peut être un bon indicateur, en tout cas un très bon point de départ pour commencer à investiguer. Est-ce que tu as des goulets d'étranglement? Est-ce que tu as des points bloquants dans tes process, dans ta structure? Est-ce qu'il y a des endroits vraiment où là c'est évident que ça pêche? Je te donne un exemple tout bête. Est-ce que là aujourd'hui tu perds des ventes parce que t'as pas de CRM en place? Est-ce que déjà en premier lieu tu es capable de sortir ces métriques-là dès à présent? Sinon, bah là tu as un gros problème, t'as une grosse dette en devenir vis-à-vis de tes process. Pas remettre de l'humeur dans ta boîte. Est-ce que tu es toi? Est-ce que avec vos associés, vous êtes plutôt, si t'en as, vous êtes plutôt optimiste, pessimiste? Et est-ce que ça se retrouve, ce mood-là se retrouve au sein de ta boîte? Est-ce que là, si tu devais sortir une appréciation actuelle de votre niveau global d'humeur, est-ce que vous êtes plutôt optimiste par rapport à l'avenir ou pessimiste? Est-ce que là, vous avez plutôt tendance à vous dire que ouais, en ce moment, c'est chaud de fou? Le niveau de fatigue aussi, ton niveau de fatigue suite de ton équipe. Là, si tu devais le quantifier sur 10, quel serait-il? Quel niveau de frustration aussi au sein de ta boîte? Ça, toutes ces questions-là vont te permettre, encore une fois, de façon non exhaustive, mais de façon quand même assez complète, de jauger le niveau d'avancement de ta boîte et de savoir où t'en es. Si ces réponses tendent à être positives, au global, c'est que là, tu es en phase de scale logiquement. Si par contre, tu commences à voir ressortir pas mal de négatifs ou pas mal de données pas forcément affriolantes, si ton CA est en stagnation, si tu vois que c'est un petit peu le branle-bas de combat, que le pessimisme est de mise et ainsi de suite, bah là, il y a très fortement de chances que tu sois en dette. Ça, c'est la grosse erreur faite par énormément d'entrepreneurs, énormément de boîtes. C'est pas avec les outils du scale que tu vas résoudre tes problèmes de dette. Le seul truc que tu dois faire quand tu es en phase de dette, c'est de prendre ton mal en patience et de
payer tes dettes. C'est pas en augmentant tes budgets pub, c'est pas en augmentant ton nombre de prospects, ton nombre de leads que tu vas résoudre tout ça. Non, c'est en identifiant tes dettes et en les payant avec le plus de vélocité possible. Et pour ça, moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'analyser tout ça. Encore une fois, d'identifier les interconnexions systémiques entre elles, c'est-à-dire de voir, ok, bon bah là, mon équipe, elle est désalignée. Qu'est-ce que ça donne côté marketing, alignement du message, marketing, sales, produit. Là, forcément, ils se parlent pas entre eux, donc je vais faire un audit complet maintenant de ces trois silos, de ces trois pôles, pour voir si il y a des trucs qui se recoupent ou pas. Tu vas identifier tout ça, donc grosse phase d'audit. Tu vas prioriser ces différents sujets, tu vas en choisir 2 ou 3 par semaine maximum et tu vas les résoudre chacun le plus vite possible. Moi, ce que je te recommande, c'est encore une fois de faire beaucoup plus preuve de vélocité, d'exhaustivité et donc de résoudre chacun de ces problèmes en 1 semaine maximum. Encore une fois, faut pas faire parfaitement, faut juste aller le plus vite possible et tu vas voir que à mesure que tu vas éponger ta dette en résolvant ces conflits internes, ces problématiques, et ben naturellement, au bout d'un moment, ton scale va reprendre parce que tu vas complètement désencrasser tout ça. C'est ce qui s'est passé de notre côté avec notre boîte. On a accumulé pas mal de dettes pendant un moment. On est très loin d'être les seuls. On a passé plusieurs mois à payer nos dettes humaines, nos dettes d'alignement marketing, nos dettes de distribution, nos dettes produits. Et là, la croissance reprend. On a encaissé 300 000 € chiffre d'affaires le mois dernier. On est sur un record. C'est pour te dire que c'est tout à fait possible et c'est même fondamental. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si ces vidéos-là théoriques te plaisent, fais-le moi savoir en commentaire, like et abonne-toi. Pourquoi? Parce que c'est pas les vidéos les plus prisées en général, mais c'est important pour moi de les faire en tout cas, et j'espère que ça l'est pour toi aussi. Et si t'as kiffé, il y a une autre vidéo qui s'enchaîne directement. C'était Benoît de Scalesia. On se dit à très vite. Ciao.